Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Merci d'avoir rejoint cette session consacrée à la Grande Muraille Verte et au corridor de biodiversité dans le cadre du 3e SCCA, Sommet Climate Change Afrique. Alors, on va laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Le sommet a commencé depuis hier. J'imagine que certains d'entre vous ont suivi d'autres sessions, mais pour celles et ceux dont c'est la première connexion, bien, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue avec toute l'équipe Climate Change et tous les intervenants. Ce sommet devait avoir initialement lieu en présentiel à Dakar et pour des raisons sanitaires, eh bien, il a été décidé de le transformer en session virtuelle. Mais malgré cela, vous êtes plus de 5000 inscrits, ce qui prouve que les sujets que nous abordons suscitent l'intérêt et qu'il existe un réel besoin de débattre, de croiser les expériences et de faire sens commun. Alors, je suis Anne Réma, j'aurai le plaisir d'animer et de modérer cette session. Un petit rappel sur le fonctionnement du focus. Normalement, si nous tenons le temps, nous aurons un petit espace pour les questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les formuler par écrit. Vous avez un petit bouton en bas à droite pour ce faire. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions. Elles nous remonteront par le biais des modérateurs. Par ailleurs, je fais un petit rappel à l'attention des intervenants qui vont m'accompagner dans ce panel. N'hésitez pas à tenir votre temps pour que nous puissions avoir de l'espace pour les échanges avec l'auditoire. Alors, Grande Muraille Verte et corridor de biodiversité, point d'étape. Tel est le titre de cet atelier qui s'annonce ambitieux, tout comme ce projet qui a été lancé en 2007. Alors, on dit même que ce n'est pas que l'on dit, c'est que c'est la vérité, c'est que l'idée remonte en fait aux années 80 avec le président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui en a eu l'intuition en collaboration notamment avec Pierre Rabhi, que tout le monde connaît. Mais retenons 2007 pour le lancement de ce projet à l'initiative de l'Union africaine, projet qui s'étend sur 8000 m², 11 pays, de Dakar à Djibouti. À l'époque, le projet prévoyait une plantation continue d'arbres sur une bande de 15 km², objectif élargi en 2013 pour en faire un programme plus vaste de gestion globale des écosystèmes et d'amélioration des conditions de vie des populations locales. L'initiative, et ce ne sont pas les intervenants sénégalais qui me contrediront, l'initiative se veut donc être bien plus qu'un projet de reforestation, en touchant bien d'autres pans de la vie économique et sociale des Africains, comme l'agroécologie, l'énergie, l'accès à l'eau, la lutte contre l'insécurité et les conflits. En janvier 2021, comme vous le savez certainement, le projet a été relancé lors du One Planet Summit, avec notamment le lancement de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, doté de financements conséquents et qui nous sera présenté dans le cadre de ce focus. Pour autant, plus de 14 ans après son lancement, le bilan est souvent présenté comme mitigé. Beaucoup a été fait et les intervenants sénégalais qui sont à mes côtés en témoigneront. Il y a des initiatives de projets qui émergent, comme celles que nous vous présenterons sur les corridors de biodiversité, mais 18% des terres seulement ont été restaurées et les financements annoncés peinent souvent à arriver jusqu'aux porteurs de projets et aux populations locales. Plusieurs études montrent qu'il y aurait un besoin d'investissement de 4 milliards d'euros par an, alors que, et c'est malgré tout une bonne nouvelle, 48% des sommes annoncées en janvier 2021 sont à ce jour engagées. Engagées ne voulant pas dire dépensées. Alors, comment faire la jonction entre les financements annoncés, le volontarisme politique affiché et les besoins des populations? Comment faire en sorte que l'initiative devienne le moteur du continent africain, car elle en a les capacités et l'ambition? Quels sont les projets et les atouts dont nous disposons collectivement pour sa réussite? Pour en discuter et faire un point d'étape, nous avons réuni un panel d'intervenants particulièrement impliqués sur le sujet. Tout d'abord, Madame Sarah Toumi, qui est chargée du suivi et de l'animation de l'accélérateur de la GMV, accélérateur qui, je l'ai dit, a été créé en janvier 2021 et qui est hébergé au sein de l'UNCCD, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.
colonel Moussa Diouf, qui est le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, Karine Fakouri, qui est directrice des écovillages et des filières vertes au sein de cette même agence, et Ronan Dantec, qui est président de l'association Climate Change. Alors, est-ce que Madame Saratoumi nous a rejoint? Non, je pense qu'elle n'est pas encore là. D'accord. Donc, j'avais prévu effectivement de lui céder la parole en premier lieu pour qu'elle nous décrive l'accélérateur de la GMV. On va peut-être bouleverser un petit peu l'ordre des prises de parole. En commençant, colonel, par vous. Vous avez été au Sénégal un petit peu précurseur dans la mise en œuvre de cette Grande Muraille Verte. Vous avez commencé à y travailler bien avant 2021. La question de l'articulation entre les priorités de la Grande Muraille Verte et les priorités nationales est bien sûr posée. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre stratégie et la façon dont votre pays s'est emparé du projet? Colonel, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je voulais tout d'abord saluer toute l'assistance qui nous suit en ce moment et nous réjouir de ce moment, de cette occasion qui nous est offerte pour nous adresser à ce public, pour faire passer le message de la Grande Muraille Verte en général, mais surtout le message de la conservation de la biodiversité, des changements climatiques et de la lutte contre la désertification. Colonel, oui, je suis colonel des eaux et forêts, hein, pas de l'armée. Voilà, parce que c'est un corps militarisé, paramilitaire au Sénégal. Je suis le secrétaire général, le directeur général est empêché, c'est M. Haïdar El Ali, donc, qui est de notoriété donc, mondiale, qui aussi nous suit en ce moment et qui vraiment se félicite de cette initiative. Et vous remercie et nous encourage beaucoup pour ces moments qui sont offerts. Alors au Sénégal, donc, la Grande Muraille, le projet a démarré en 2009 sur le terrain avec la création d'une agence nationale chargée de mettre en place la partie sénégalaise de la Grande Muraille Verte. Au départ, comme vous l'avez dit, sur une bande de 15 km de large qui va donc de Dakar de carrément la région de Louga sur les littorales jusqu'à l'extrême est donc, du Sénégal, qui est donc la région de Bakel. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'accompagnement aussi sur le terrain, avec des acteurs, surtout de la société civile, des ONG, mais aussi des acteurs donc, de la coopération multilatérale, notamment la FAO, la Banque mondiale, l'Union européenne surtout, les financements de la FAO sont essentiellement donc, des financements de l'Union européenne, donc exécutés par la FAO sur le terrain. Des actions sont faites. Je crois que des pilotes ont été réussis sur le terrain qui permettent de savoir sur quel pied on peut marcher et quelles sont vraiment les actions phares sur lesquelles on peut démarrer. Alors, je ne sais pas si mon écran est visible, que je voudrais partager. Le partage d'écran fonctionne-t-il? Oui. Ah, mon écran est visible sur le terrain, sur le... Oui, trop bien. Alors, mais bon, je ne sais pas si ça ne fonctionne pas. En tout cas, donc, le but étant donc, par la création de cette agence de dérouler tout le programme de la Grande Muraille Verte. Je voudrais vraiment partager mon écran, j'y arrive pas. Alors, en 2019, le Sénégal a beaucoup évolué sur le concept et a dissous l'ancienne agence de la Grande Muraille Verte, qui fonctionnait aussi parallèlement à une agence chargée des écovillages, pour mettre les deux donc, dans une seule structure qu'on appelle Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui aussi comprend toute la mission de mise en œuvre du programme Écovillage. Donc, tout ce que ma collègue Karine Fakouri va développer tout à l'heure sur les écovillages, le développement des filières vertes, le développement socio-économique des populations qui vivent sur ce tracé-là. Alors, cette nouvelle agence a une compétence nationale, mais est en particulier chargée donc, de la Grande Muraille Verte.
Et dans cette grande muraille, pour le moment, on a développé beaucoup de concepts, notamment le concept de réserve naturelle communautaire, qui aujourd'hui a montré ses résultats, qui coûte quand même beaucoup moins cher que la reforestation classique par la plantation. Il s'agit ici de grandes superficies de 800 à 1000 hectares clôturées et surveillées, qui ont permis au bout de quelques années une régénération vraiment assez conséquente de la végétation locale. On a une très forte régénération naturelle. Et la preuve, aujourd'hui, on a introduit des populations animales, notamment d'oryx algazelle, qui se développent très bien. De 4 oryx, on est presque à une dizaine donc en un an. Et sachant la vitesse de démultiplication des oryx, comme on l'a fait ailleurs, où on avait introduit 18 individus, au bout de 10 ans, on s'est retrouvé à plus de 700 Mon individus. colonel, je vais me permettre de vous couper pour que nous améliorions la visibilité de votre présentation. Est-ce que vous avez possibilité de fermer la fenêtre là? Voilà, déjà, en cliquant sur la petite croix. C'est fermé? Allez-y là. J'y arrive pas. Oui, j'y arrive pas. Ce que je vais faire. Beaucoup de participants. Elle a fermé complètement, en fait, je pense. Là c'est fermé? Là, c'est fermé. Il faut que vous mettiez votre présentation en plein écran, je pense. Oui. Alors. Voilà. C'est bon? Oui, c'est déjà bien mieux. Okay, merci. Voilà, donc aujourd'hui, sur la Grande Muraille Verte, nous travaillons sur plusieurs thématiques. Sur l'espace, donc je vais peut-être dérouler et aller de l'avant pour montrer au Sénégal ce que c'est. Bon, c'est pas cette page, je ne veux pas. Voilà. Donc, vous voyez, en jaune, c'est le tracé de la Grande Muraille Verte au Sénégal qui traverse 3 régions administratives. Donc, ça, c'est la première approche sur une bande de 15 km. Maintenant, en travaillant sur les isohètes de 100 mm à 400 mm, on a élargi cette zone au moins de 100 km de large et qui donc épouse une population beaucoup plus importante. Et ça permet aussi d'attaquer la Grande Muraille Verte, donc la partie vraiment désertifiée de la Grande Muraille Verte, par le sud, où on a une végétation quand même beaucoup plus conséquente, et de remonter vers le nord globalement. Alors, donc, je vais passer, étant donné qu'on a le temps, sur les visions et tout. Donc, les programmes que nous développons sur la Grande Muraille Verte consistent surtout en un programme de régénération naturelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, les réserves naturelles communautaires, 1000 hectares au maximum clôturés et protégés, surveillés par des gardes et qui permettent la régénération simple des espèces qui existent sur le lieu. Et ça, sur toute la bande sahélienne, c'est possible. Ça coûte juste la protection et la surveillance. Et la nature fait le travail tout seul. Un autre aspect aussi sur lequel nous travaillons, ce sont les oasis. Actuellement, nous avons un projet pilote de mise en place d'oasis qui consiste à implanter sur 100 à 500 hectares des vergers de palmiers dattiers sur l'étage supérieur, des vergers de fruitiers beaucoup plus basses sur l'étage intermédiaire, que sont donc les citronniers, les goyavas et autres, et en bas, quand même, développer du maraîchage et des cultures céréalières. Donc, les oasis, aujourd'hui, sont un grand engouement, et à cela aussi, nous sommes appuyés par des partenaires, en particulier, au-delà de la FO, il y a aussi le programme des Nations Unies pour le développement qui s'intéresse à cet aspect-là, et d'autres partenaires également. Donc, nous avons un grand programme de développement de pépinières, mais vraiment des pépinières villageoises et des pépinières communautaires. Nous voulons que la production de plants soit plus l'affaire des populations que de l'agence. C'est ainsi que nous les appuyons par la formation, par l'équipement en intrants, donc les semences, les graines, etc., et le petit matériel pour pouvoir produire dans les villages. Et là, l'agence achète une partie de ces productions-là et le reste est vendu par ces populations, ces pépinières, qui en particulier sont des femmes, à d'autres utilisateurs ou d'autres demandeurs. Et aujourd'hui, dans une seule commune,
où nous nous approvisionnons beaucoup en plants fruitiers. Nous sommes à presque plus de 4000 emplois créés que pour l'essentiel des femmes pépiniéristes qui produisent régulièrement et qui mettent à la disposition de l'agence, mais aussi des particuliers qui veulent développer des vergers. Nous avons aussi un programme, parce que l'agence, j'ai dit, ce n'est pas que la Grande Muraille Verte, tout le littoral de développement de la culture de cocotier, qui doit revenir au Sénégal. Et nous nous approvisionnons beaucoup en noix de coco depuis la Côte d'Ivoire, mais bientôt, avec les vergers que nous avons mis en place, nous serons autonomes en noix pour les 50 km de littoral sénégalais sur 700 km de long. On va suffisamment mettre en place des cocotiers. Alors, ce programme est vraiment accompagné par la communauté internationale. J'ai parlé de la FAO tout à l'heure. On est en train de finaliser un programme avec la FAO qui était financé par l'Union européenne, et un autre programme est en train de démarrer et devrait être lancé probablement dans un mois, qu'on appelle le programme Riposte. Riposte comme projet de résilience et de reforestation intensive pour la sauvegarde des terroirs et des écosystèmes au Sénégal. Donc, ce projet va essentiellement intervenir dans la réserve de biosphère. Bon, je n'ai pas monté ces slides pour ne pas prendre trop de temps. Alors, ce que je vais montrer ici, c'est le lien qu'on a entre la Grande Muraille Verte et le corridor. La Grande Muraille Verte au Sénégal est une zone de destination de la faune migratrice du sud du pays, le Niokolo-Koba. Donc, le parc national du Niokolo-Koba, qui est un parc mythique de 1 million d'hectares donc de superficie, qui abrite une faune, surtout la grande faune très importante d'Afrique de l'Ouest, où l'on retrouve encore les grandes antilopes, l'élan de Derby, qui est la plus grande antilope d'Afrique, qui peut peser jusqu'à 1 tonne. Les dernières populations de cet élan de Derby, on les retrouve pour l'élan occidental au Sénégal, mais on le retrouve surtout pour l'élan en Afrique centrale, au Cameroun et au Tchad et en République centrafricaine. La dernière population d'élan de l'Afrique de l'Ouest est quasiment dans ce parc national du Niokolo-Koba, avec l'animal aussi qui porte le nom du parc, le Niokolo-Koba, qui est l'Hippotragus icunus, donc on l'appelle l'antilope cheval. Ces antilopes remontent en hivernage. Quand le parc est inondé, il y a un développement très fort de la mousse zézé. Ces antilopes sont juste tolérants et non résistants. Donc, elles sortent du parc qui est souvent assez inondé pour se retrouver dans des zones hors protection. Et c'est là qu'il y a ce problème du braconnage. Et pour protéger donc, ces populations qui sortent et qui migrent hors du parc, nous pensons, et le projet actuellement, vraiment, on en parle depuis une dizaine d'années, mais il est temps que ce projet voit le jour, de corridors qui va interconnecter la Grande Muraille Verte, donc la zone de réserve biosphérique du Ferlo, et le Niokolo-Koba sur une bande de 200 km de long, environ, et 50 km de large, donc sur 1 million d'hectares, pour permettre à ces animaux qui migrent de pouvoir traverser ces terroirs en toute tranquillité, parce que c'est là qu'il y a le problème. Donc, la nécessité de travailler sur le corridor ici est essentielle. Cette faune remonte, et malheureusement dans des zones qui ne sont pas protégées et qui sont braconnées. C'est le lien ici qu'on a entre la Grande Muraille Verte, donc toute cette partie rouge que vous voyez aussi concerne les isohètes 100 et 400 mm, donc c'est dans la zone de la Grande Muraille Verte, notamment la réserve de biosphère du Ferlo, qui est au cœur de la Grande Muraille, qui est la zone de destination de ces animaux qui migrent du sud au nord pendant l'hivernage. Ce même corridor est aussi utilisé par le bétail pour migrer du nord au sud quand les conditions deviennent très dures, quand il n'y a plus de fourrage d'herbe, en tout cas l'herbe est sèche ou a complètement brûlé dans le nord. Ces animaux, ces bétails, notamment les bovins, redescendent vers le sud dans la périphérie du Niokolo-Koba. Donc ce corridor qui sert à la fois de migration de la faune, mais aussi de transhumance du bétail, doit nécessairement être conservé et en étroite corrélation avec la Grande Muraille Verte. En tout cas, ça se déroule bien sur le terrain d'une façon générale. De plus en plus, les populations sont intéressées.
du fait du développement, Karine va le dire, ma collègue, des activités socio-économiques. Il ne faut pas voir la Grande Mer Verte comme une juxtaposition, une plantation d'arbres simplement. C'est un écosystème avec des hommes à l'intérieur, hein, qu'il faut nécessairement prendre en compte si on veut réussir. Sinon, et on l'a connu, les activités que nous menons seront sabotées et sont carrément vont aller vers l'échec. Mais de plus en plus qu'on développe des activités économiques, donc comment on l'appelle, la transformation des produits donc, forestiers non ligneux, tels que les fruits sauvages, Karine va développer ça davantage. Le développement de cultures alternatives telles que le maraîchage, parce qu'ici, la saison des pluies ne dure que 3 mois. Donc, au-delà de ces 3 mois, ben, il n'y a presque pas d'eau de pluie et les populations n'avaient pas d'autres activités agricoles. Maintenant, par le maraîchage, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau à travers les forages que nous sommes en train de mettre en place, de plus en plus donc, de permettre maraîchers se font, qui permettent aux populations, en particulier les jeunes et les femmes, de s'adonner à ces activités alternatives de génération de revenus. Je veux signaler aussi qu'on a un grand projet on appelle de régénération des vallées fossiles, des vallées qui traversaient les grandes mers vertes et qui aujourd'hui sont quasiment taries. Donc, on a un grand projet, notamment aussi peut-être avec le gouvernement chinois qui s'intéresse à ce projet, de remettre ces vallées fossiles-là en eau. Et ça permettra d'avoir quand même, en dehors de l'hivernage, des mares tout au long, des mares quand même d'une certaine superficie, tout au long de la Grande Muraille Verte. Et cela permettra aussi de régénérer la végétation. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup de pilotes ont été donc expérimentés sur le terrain, notamment la réserve naturelle communautaire, mais aussi des parcelles clôturées et reboisées. Là, c'est des productions en pépinière et en plante. C'est quand même beaucoup plus difficile par rapport à la régénération naturelle qui donne d'excellents résultats. Mais surtout, de plus en plus, avoir des parcelles beaucoup plus petites à l'échelle de villages ou de groupes de villages de 50, 100 hectares clôturés où les villages peuvent avoir des réserves fourragères. Parce que ce qu'on ne dit pas, quand la parcelle est pour... Mon colonel, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Les villageois s'organisent pour venir cueillir ou faut... Ça fait entendre? Allô? Oui, on vous avait perdu, mais on vous a récupéré. Ça me permet de vous faire un petit rappel du temps et de vous demander de conclure, s'il vous plaît. D'accord, je vais conclure. Alors, donc, la tendance est maintenant, c'est d'aller vers des parcelles plus petites que les grandes parcelles, comme on l'a fait jusqu'à présent. Les parcelles plus petites à l'échelle donc de villages ou de groupes de villages. Maximum 100 hectares. Pour l'essentiel, 20 à 50 hectares. Et ces parcelles mosaïques, démultipliées selon le nombre de villages ou de groupes de villages de proximité qui seront gérés directement par ces villageois-là, par ce qu'on appelle les contraplans. La volonté politique est très forte au Sénégal pour appuyer la Grande Mer Verte. Récemment, le président de la République a organisé un conseil présidentiel sur la Grande Mer Verte pour donner des instructions et un appui très fort pour que vraiment le projet soit pris à bras le corps et vraiment réussi. À ce titre, il a fortement instruit qu'on travaille sur la notion de contraplan. À la place de la mise en œuvre des activités par l'agence, les moyens devront être mis à la disposition des villageois par contraplan, ce qui permet par subsidiarité de faire exécuter l'essentiel des travaux ou des activités par les villageois, moyennant une rémunération en espèces ou en nature. En nature, ça peut être des salles de classe, ça peut être aussi un moulin à mil, ça peut être une case de santé, mais en retour de ces investissements, les populations vont davantage travailler à la reforestation, à la régénération des écosystèmes de la Grande Mer Verte. C'est vraiment aujourd'hui là où on veut aller, les contraplans, avec des plus petites superficies, mais avec une meilleure implication des populations par donc, leur rémunération directe en nature, en espèces, mais aussi par le développement
d'activités génératrices de revenus alternatifs. C'est ce que je voulais exposer, le temps étant très, très court. Voilà. Mais on retiendra qu'il est essentiel ici au Sénégal. Nous voulons faire la jonction entre nos grands biomes, que sont la réserve de biosphère du Ferlo et la réserve de biosphère du Nyokolokoba, par ce corridor, qui permettra aussi de sauver la grande faune de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je voulais exposer. Et voilà. Merci beaucoup, mon colonel. Merci beaucoup pour cette présentation très inspirante. Alors, on voit bien au travers de vos propos que le Sénégal a fait de la Grande Muraille Verte une réelle opportunité, et ce depuis longtemps, hein, dès 2009 en fait, et qu'il inclut, y compris là-dedans, une logique transfrontalière via les corridors, ce qui est très intéressant. Alors, cette consistance, vous l'avez dit, elle est donnée par des projets de terrain. Et avant de céder la parole à Madame Sarah Toumi qui nous a rejoint, je la salue, je vais céder la parole pour continuer sur le Sénégal à Madame Karine Fakouri, qui travaille donc aux côtés du colonel au sein de l'agence sénégalaise et qui développe depuis plusieurs années un projet original de forêt médicinale impliquant les populations locales. Alors, c'est un magnifique projet et je vais vous céder la parole. Et je crois qu'à l'appui de vos discours, il y a des photos que nous allons diffuser pour que nous comprenions mieux ce dont il s'agit. C'est à vous, Madame Fakouri. Bien, bonjour. Je vous remercie beaucoup pour ce temps consacré à la Grande Muraille Verte et à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Je vais tout simplement, dans la continuité de notre secrétaire général, le colonel Moussa Diouf, vous resituer rapidement les actions de notre agence et du programme Toluker que vous venez d'évoquer, qui en réalité a une petite année d'existence. Donc moi, je me nomme Karine Fakouri, je suis native du Sénégal et je suis une écologiste de la santé. Je me réjouis d'ailleurs de vous rencontrer. C'est un honneur pour nous, Madame Toumi. Merci pour cette possibilité et merci à votre organisation. Donc, j'ai participé avec notre directeur général Ali Haïdar, connu dans le monde entier pour être l'un des écologistes les plus renommés de la planète, à la création spécifique au Sénégal, il me semble, de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Alors, c'est une agence qui, à mon avis, est spécifique et qui m'a vraiment donné envie de rejoindre ces actions parce que il me semble que qu'il n'y a pas d'autres organisations de ce type qui sont des agences d'État qui cumulent trois fonctions écologistes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer: la reforestation, la Grande Muraille Verte et les éco-villages qui font entendre comme villages écologiques et filières vertes. Donc moi, j'ai l'honneur et la grande responsabilité de diriger le secteur éco-village et filières vertes. Et tout de suite, dès la naissance de l'agence, qui était donc il y a 2 ans, nous avons été confrontés à la crise Covid très rapidement. Et il a fallu, pour notre part, sachant que nous avons vraiment la vocation, l'objectif, la mission, la finalité de générer une économie verte et de donner du sens à ces actions de reforestation à travers l'économie. Donc, nous avons dû créer un programme d'urgence qui s'appelle Toluker. Alors, c'est un programme qui aujourd'hui est un peu en train de faire en toute simplicité le tour du monde, de par son succès, mais de par aussi la simplicité de la démarche. Toluker, en Wolof, nous avions convenu dans le cadre de l'agence de prendre cette expression pour nommer le programme parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le continent africain et qui nous rappelle le champ de cases amélioré, la petite cour derrière la maison, où finalement, dans toute tradition confondue, on cultive ce qu'on appelle le grenier du paysan, son champ en fait. Alors nous avons comme ça impacté les populations en entrant avec un nom de programme, mais qui est un plan d'urgence d'installation en 10 jours d'une forêt médicinale et nourricière et qui crée en réalité un impact au niveau de l'économie écologique, au niveau de l'écologie de la santé,
au niveau de l'écologie sociale et au niveau de l'écologie environnementale. Alors, en pleine crise Covid, nous avons en réalité, en 6 mois, touché plus de 1000 personnes, formé 600 personnes et créé 500 emplois indirects et 150 emplois directs, et le tout entre 5 et 6 mois. Ce programme est en réalité un programme qui, si vous voulez, permet tout de suite aux populations de s'approprier et de se réapproprier et de réactiver leur savoir-faire. Donc, c'est un plan de permaculture, pour parler simplement, qui mélange environ 65 espèces et génère environ 1500 plantations. Nous avons donc installé ces forêts médicinales et nourricières sur l'ensemble du territoire en projet pilote, et nous en avons installé 3 dans la Grande Muraille Verte pour rejoindre le thème de ce jour. Donc, nous avons démontré la faisabilité de ce programme dans le désert et de l'appropriation des populations pour en réalité l'installation de forêts nourricières qui, je vous l'ai dit, s'installe en 10 jours, mais qui également est suivie sur 2 ans, avec du coup un coût qui est de 7 500 000 environ CFA. C'est important de parler du coût parce qu'un projet écologique n'est pas un projet coûteux pour qu'il puisse être approprié par les populations. Donc, concrètement, aujourd'hui, en ce qui concerne ce programme Tôt-le-Cœur d'installation de forêts médicinales et nourricières, nous avons une perspective au sein de notre agence d'installation de 1000 Tôt-le-Cœur, dont une grande partie serait réservée à l'horizon 2022-2023 à la Grande Muraille Verte. Ce projet a notamment tout récemment a reçu en fait les félicitations de la députée européenne, Madame Catherine Chabot, de passage au Sénégal, et qui considère le projet Tôt-le-Cœur comme l'un des plus prometteurs du secteur de la Grande Muraille Verte. Alors, quelques chiffres peut-être rapidement, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Pour l'installation de 1000 Tôt-le-Cœur sur le plan de l'économie écologique, eh bien, ça nous permet de produire 600 000 à 1 million de tonnes d'aliments tracés par mois. Ça, ce sont des données qui sont quand même factuelles. 5 000 personnes pourraient être directement employées dans 1000 Tôt-le-Cœur. 10 000 personnes seraient formées dans les nouveaux métiers de filière verte, parce que c'est devenu un métier, avec 7 sous-filières professionnelles rémunérées. Si on parle par exemple de la cueillette ou de la transformation de ces produits, sans parler de leur commercialisation, puisqu'aujourd'hui le Tôt-le-Cœur va en fait être associé à un programme de système participatif de garantie, de labellisation par un système participatif de garantie. Donc, il va y avoir un label bio local qui va être en fait promu par les producteurs et les consommateurs eux-mêmes. Pour l'impact sur l'écologie de la santé, eh bien, très naturellement, ce sont des forêts médicinales et nourricières donc, qui réactivent la médecine traditionnelle locale, la pharmacopée préventive. Et en réalité, elle permet tout simplement d'avoir une alimentation saine et d'avoir une pharmacopée naturelle qui est dans l'innocuité et qui ne nécessite pas d'avis médical, même pour un enfant. Donc, innocuité des plantes en présence et réactivation des savoirs médicinaux, préventifs et ancestraux. En ce qui concerne l'impact sur l'écologie sociale, eh bien évidemment, on va parler de résilience communautaire, d'un financement unique. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas un projet qui doit être reconduit. Il est installé et nous formons en continu avec d'autres projets périphériques dont je vous parlerai. Un accompagnement sur 24 mois par Tôt-le-Cœur, installé sur 10 jours. Et nous avons évidemment maintenant l'impact dont il faut qu'on parle sur l'écologie environnementale. Plus d'1 500 000 d'arbres fruitiers, fertilitaires et végétaux plantés, 65 espèces minimum introduites par Tôt-le-Cœur pour la biodiversité, l'introduction naturelle de nouvelles espèces au bout de 3 ans, l'introduction de la vie animale avec le retour des oiseaux, des insectes, des pollinisateurs et d'un environnement pour les prédateurs naturels. La fertilisation naturelle des sols, de par la régénération, et l'interaction animale-végétale,
la régénération des sols avec 500 hectares de sols régénérés, si on parle de la Grande Muraille Verte, et avec des nappes phréatiques restaurées. Donc voilà pour le programme Toluker. Maintenant, à l'intérieur de la politique de l'agence, il faut savoir que 1000 Toluker, nous sommes rejoints par des experts internationaux qui mettent en œuvre ce programme avec nous. Nous avons des conseillers de haut niveau qui sont souvent volontaires. Toluker, c'est aussi un mouvement volontaire de la jeunesse sénégalaise. Ça s'est créé par webinaire en plein Covid, je le rappelle. Donc là, nous avons à l'écran un Toluker qui a à peu près 4 mois d'existence. 1000 Toluker peuvent s'installer en 8 mois une fois que le matériel et les budgets sont décaissés, en 6 à 8 mois, parce que c'est toute une filière de formateurs qui forment des formateurs et qui permettent la démultiplication dans une commune par 10 Toluker. Et on accompagne en fait la commercialisation des excédents tout en formant les populations à ce business en fait écologique qui va leur permettre de générer de l'économie. L'économie verte aussi bien via l'entrepreneuriat vert que via la rémunération directe par l'installation du TK, on a tendance à l'appeler TK lui-même. Alors, autour de ce Toluker, si vous voulez, pour nous, en tant que direction éco-village à l'intérieur de l'agence de la reforestation, il était évident qu'on agisse dans des communes, sur des micro-projets qui permettent en fait de fédérer et de satelliser les autres projets de l'agence, de la reforestation ou de la Grande Muraille Verte, puisque parfois, selon les territoires, on n'agit pas sur les mêmes plans. Je donne un exemple. Les éco-villages vont pouvoir, si vous voulez, si on est dans la Grande Muraille Verte, créer, et nous sommes actuellement sur ce projet-là, aller en fait côtoyer les investisseurs sénégalais ou des industriels pour, par exemple, promouvoir l'huile de soump. Vous savez que dans le désert, il y a ce qu'on appelle le soump, qui est l'arbre du dattier du désert, et qui permet de produire une huile extrêmement riche pour les enfants, pour les familles, qui peut même avoir des vertus nutritionnelles malgré la cuisson. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et il n'y a pas encore au Sénégal, comme on a l'huile d'olive, une huile nationale qui nous permettrait en fait de recréer toute une filière et qui serait donc du coup tout autour, puisque partout autour de Toluker, de la Grande Muraille Verte, le soump est vraiment un arbre dominant qu'on retrouve partout. Et nous sommes sur ce projet de la même manière que nous sommes dans un autre programme d'éducation, un Toluker, une cantine dans les écoles communautaires avec l'éducation alternative. Alors évidemment, je suis intarissable. En Wolof, on m'appelle notamment mon directeur général Warbou Barré, ça veut dire celle qui parle trop. Donc Anne, je vous autorise à m'interrompre. Eh bien, écoutez, je m'y autorise aussi, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir tenu à la fois les délais et le débit de parole, puisqu'on s'en est entretenu juste avant de commencer. C'était parfait. Merci beaucoup en tout cas, Karine, pour la présentation de ce projet vraiment très inspirant. Alors, je vois qu'il y a un enjeu de réplicabilité autour de ce projet. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres pays, mais j'imagine que dans l'assistance et dans l'auditoire, ça va certainement susciter des vocations et des questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais juste rajouter, Anne, excusez-moi, qu'effectivement, on a déjà des demandes sur le plan panafricain. J'imagine. Et également à l'extérieur. Donc, nous avons également des Français qui sont déjà venus se former à la certification du Toluker, et donc les réseaux d'échange sont en train de se créer. Voilà, ouais, c'est vraiment à l'écoute de cela. C'est vraiment fantastique et formidable, vraiment, bravo. Écoutez, maintenant, ça me permet d'accueillir Madame Sarah Toumi qui nous a rejoints. Merci beaucoup, Madame Toumi, d'avoir accepté d'intervenir au sein de ce panel. Je sais que vous êtes très occupée et très engagée sur beaucoup de causes qui vous tiennent à cœur. Donc, j'ai présenté, avant que vous arriviez un petit peu, le contexte de la création de l'accélérateur en janvier 2021. Si j'ai bien compris, votre rôle est d'accélérer l'accélérateur, m'a-t-on dit. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif, nous aider à comprendre son fonctionnement, comment il s'articule avec les autres structures de la GMV et surtout les modalités pratiques de mise en œuvre de ces financements, en gros, son mode d'emploi. Madame Toumi, je vous cède la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Accélérer l'accélérateur, c'est exactement ça. C'est ma mission au sein de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Comme vous avez dû le dire, l'accélérateur de la Grande Muraille Verte a été créé à la suite du One Planet Summit en janvier 2021 pour accompagner la coalition de la Grande Muraille Verte qui s'est formée, qui a annoncé une enveloppe financière de 19 milliards de dollars, 16 milliards d'euros, pour l'agenda 2020-2025 de la Grande Muraille Verte. Et nous, notre rôle donc, au sein de l'accélérateur, c'est bien de coordonner les efforts. Alors, comment ? En plusieurs choses. D'abord, c'est la mise en place d'un système de tracking financier donc pour assurer que les promesses financières qui ont été faites en janvier descendent sur le terrain, parce que des promesses, on en a vu beaucoup ces dernières années, mais qu'en est-il réellement de ce qui est réellement arrivé sur le terrain? C'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce que on fait face à donc, une région complexe avec des enjeux complexes et multipliés. Donc, on ne parle pas seulement, quand on parle du Sahel, on parle d'un hotspot de biodiversité, d'un hotspot climatique, d'un hotspot d'instabilité, d'un hotspot de sous-développement. Et donc, toutes ces composantes font que c'est très compliqué d'avancer. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Et ce projet de la Grande Muraille Verte est très important parce que c'est un projet africain d'abord. C'est l'un des projets africains les plus emblématiques. Et déjà, pour cela, il mérite toute l'attention de la communauté internationale. C'est un projet pionnier de par son approche à la fois sur les enjeux climatiques, les enjeux de restauration des terres et les enjeux de développement. Mais c'est un projet qui connaît beaucoup de difficultés parce que les outils financiers qui sont mis à disposition ne sont pas adaptés aux projets qui existent sur le terrain. Et c'est là tout le rôle de l'accélérateur, c'est de voir quels sont comment dire, en anglais on dit bottleneck, alors je ne sais plus parler français, je m'excuse. Voilà, quels sont les enjeux, les clés et les points qu'on peut ouvrir pour faciliter les décaissements sur le terrain. Et donc, nous, donc au niveau de l'accélérateur, nous travaillons avec 9 partenaires financiers et techniques, qui sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, le FIDA, le GEF, le Fonds vert pour le climat, l'Agence française du développement, la FAO. Voilà. Et donc, tous ces partenaires ont mis en place des enveloppes et donc nous accompagnons plusieurs typologies d'acteurs. Tout d'abord, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, puisque l'existence même de l'accélérateur n'est en fait qu'une transition vers un renforcement des capacités de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour mieux gérer l'implémentation des projets Grande Muraille Verte sur le terrain, à l'échelle régionale et à l'échelle de ces agences nationales. Également, l'accompagnement des pays, donc les ministères de l'Environnement, qui ont certains besoins de renforcement pour monter des projets, aller pitcher les projets auprès des partenaires financiers et éventuellement identifier des acteurs opérationnels pour réaliser ces projets. Et puis, les plus importants qui nous concernent aujourd'hui, ce sont les acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques, jusqu'à présent, n'ont pas été vraiment mis au devant de la scène, malheureusement, sur l'échiquier politique de la Grande Muraille Verte. Et nous essayons suite aux annonces du One Planet Summit qui étaient très politiques, très haut niveau, avec des annonces présidentielles, le président de la Mauritanie, le président de la France, le prince Charles, qui se sont engagés. Là, on est en train d'essayer de monter des espaces de dialogue avec les acteurs non étatiques pour justement rapprocher les partenaires financiers des chercheurs, de la société civile, des élus locaux, des entrepreneurs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue entre les acteurs. On a des engagements financiers très ambitieux,
très conséquents quand on regarde, quand on ouvre Internet, on les voit. Mais on ne voit aucun dialogue avec les gens qui sont sur le terrain en train de construire cette grande muraille verte. Et c'est là l'objectif de notre agenda. Donc, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité pour échanger de ça avec vous. On essaie d'identifier aujourd'hui des acteurs non étatiques engagés qui ont envie de construire avec l'accélérateur, aux côtés de l'accélérateur, un plaidoyer sur qu'est-ce que c'est la Grande Muraille Verte, déjà la définition de la Grande Muraille Verte pour les acteurs de terrain et quels sont les besoins en termes de financement. Et à partir de ce contenu-là, de pouvoir discuter et échanger et construire une feuille de route avec les partenaires financiers pour d'ici notre COP, la COP 15 de UNCCD, pouvoir annoncer des nouveaux programmes de financement dédiés aux acteurs non étatiques. Donc, pour pas trop m'étaler là-dessus, je voulais juste vous donner un peu notre agenda. Au sommet Afrique-France, donc la semaine du 6 au 8 octobre, nous serons avec le CARI et le CFSD à Montpellier pour l'animation d'un atelier de travail avec les partenaires financiers de l'accélérateur et les acteurs non étatiques qui vont mener donc à l'annonce d'une feuille de route. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à contacter soit moi-même, éventuellement, je pourrais laisser mon email dans la boîte de discussion, le CARI ou le CFSD pour participer à ces échanges, monter, construire une feuille de route. Cette feuille de route, elle va avoir plusieurs axes. L'axe société civile, l'axe entrepreneuriat et l'axe élus locaux. Et l'idée, c'est que donc, nous arrivions à identifier des acteurs avec des problématiques et que nous arrivions à construire des projets pilotes, mais également des mécanismes qui puissent être testés déjà à l'échelle de 1 ou 2 projets et ensuite mis à l'échelle de la Grande Muraille Verte pour que d'ici 2030, on puisse atteindre la restauration des 100 millions d'hectares. Mais cela ne passera évidemment que par l'implication des acteurs de terrain. Et c'est tout l'enjeu au sein de l'accélérateur pour nous d'arriver à redescendre, puisque nous sommes à Bonn, en Allemagne. Donc, ce n'est pas forcément évident d'être en contact au quotidien avec vous qui faites, mais à travers l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, on essaye d'avoir ce lien. Et pour nous, c'est très important donc, de pouvoir travailler avec vous. Merci infiniment pour cette présentation, Madame Toumi, qui a tenu en plus les délais. On voit bien au travers de vos propos qu'il y a une réelle volonté en fait, de se mettre à disposition des OSC, car ce sont elles qui sont effectivement la cheville ouvrière et l'échelon pertinent pour mettre en œuvre les projets. Alors, puisque nous devons avoir un 4e intervenant, M. Dantec, qui ne peut pas encore se connecter, je vous garde un peu avec nous. Je vais en profiter pour vous poser une question. On en a un peu discuté en préparant cet atelier. Quid de la place des collectivités territoriales dans le dispositif? On parle beaucoup effectivement des ONG et heureusement, mais c'est vrai que quelquefois, alors en fonction des niveaux de centralisation ou de décentralisation des différents pays, l'échelon local manque peut-être un petit peu à l'appel. Est-ce que vous avez prévu d'avoir une action particulière en leur direction? Absolument. C'est d'ailleurs un de dans notre feuille de route, nous prévoyons de lancer un appel en octobre à destination des élus locaux qui souhaiteraient donc présenter une problématique pour les connecter avec ce qu'on appelle des groupes d'innovation. Des groupes composés de chercheurs, de start-up et d'acteurs de la société civile qui ont envie de s'engager sur la résolution de ces problématiques pour créer des cas d'études, on va dire, ou des cas pilotes sur lesquels nous pourrions mobiliser les acteurs financiers pour tester les mécanismes de financement et voir l'impact que ça peut avoir pour ensuite le répliquer. Donc, de la même façon, je vous invite à suivre les actualités de l'accélérateur. Nous prévoyons donc cet appel à candidature au mois d'octobre après le sommet Afrique-France, donc mi-octobre. Une sélection des acteurs en novembre pendant la COP26 et la réalisation d'un atelier de travail donc, en décembre à Marseille lors de Emerging Valley, qui est un événement dédié à l'innovation entre l'Afrique et l'Europe. Voilà.
Ok, super. Ben, merci beaucoup pour ces annonces et cette information. On me demande avec insistance votre mail, donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que tout le monde puisse vous inonder de mails. Alors, je garde un petit peu la parole. On a des questions qui nous remontent avant l'intervention de Monsieur Dantec. Je vais aussi un peu déroger à la règle de la question écrite parce qu'on a bien évidemment parlé du Sénégal. C'est normal, c'était un peu le pays à l'honneur parce qu'il devait nous accueillir. Mais je sais que sur la Grande Muraille Verte, il y a bien d'autres pays qui sont actifs. Il y a, alors on cite souvent l'Éthiopie, le Niger, le Nigeria, et je fais un petit peu appel à l'auditoire. S'il y a des représentants, il y a de la place pour une ou deux interventions orales. Donc, si jamais quelqu'un du Niger, du Nigeria, de l'Éthiopie souhaite faire une mini présentation de son investissement ou des actions qu'il mène dans le cadre de la Grande Muraille Verte, nous essaierons techniquement de vous céder la parole. N'hésitez pas à le faire savoir dans l'onglet questions-réponses. Voilà. Donc, en attendant d'éventuelles questions orales, je reviens aux questions écrites et on me demande, alors c'est plutôt à l'attention de Karine et du colonel, quelle peut être la synergie entre la Grande Muraille Verte du Sénégal et celle du Mali? Et le projet du Sénégal concerne-t-il aussi l'arbre en ville? Donc, je vous laisse ou l'un ou l'autre répondre à ces deux interrogations si vous avez la réponse. Oui. OK, je prends la parole. Karine? À vous l'honneur, SG. Vous me la donnez si vous souhaitez après. Voilà. Donc, bon, effectivement, bon, d'une façon générale, c'est 11 pays, de Sénégal à donc Djibouti, en passant par l'Éthiopie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, voilà, donc il y a 11 pays donc, qui sont concernés directement par l'agence. Et ces 11 pays qui travaillent vraiment en partenariat, qui se retrouvent souvent, donc qui échangent aussi des expériences et qui, ensemble, essaient de mettre en place des stratégies et surtout le fundraising, comme on a trouvé. Nous avons une agence panafricaine très dynamique, donc, comme vous dites, qui nous inonde aussi vraiment d'informations. On en a vraiment, en tout cas, l'échange vraiment est au quotidien. Je crois que c'est une très belle synergie entre tous les pays, notamment entre le Sénégal et le Mali, naturellement. De la même manière, on a parlé des corridors entre le nord, le sud du Sénégal et le centre, donc du Sénégal, la Grande Muraille. Ces mêmes corridors aussi existent entre le Sénégal et le Mali. Donc, bon, malheureusement, les grands aménagements, si le Niokolo s'est plus ou moins vidé de sa population d'éléphants, c'est parce que quand on mettait les deux barrages du fleuve Sénégal entre donc Manantani et Diama en eau, les éléphants étaient de l'autre côté au Mali. Pour l'essentiel, ils ne sont jamais revenus. Voilà, donc je taquine mes collègues maliens pour dire qu'il fallait qu'on attende que les éléphants soient rentrés pour mettre en eau. Bon, c'était leur chance. Donc, malheureusement, c'est toujours le problème des grands aménagements transfrontaliers qui ne tiennent pas toujours compte donc, des existences de fonctionnement des écosystèmes et qui, malheureusement, ont, dans le cas du Sénégal et du Mali, coupé net un corridor de migration de la grande faune, notamment de l'éléphant. Donc, pour vous dire que nous travaillons étroitement. De la même manière aussi, nous travaillons étroitement avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Mali. Vraiment, la conservation transfrontière, en tout cas le partenariat se porte très bien. Donc, nous avons dit Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Dans le cas du Sénégal, c'est peut-être facile. La reforestation est une compétence nationale. Et d'une façon générale, l'environnement est une compétence transférée aux collectivités territoriales au Sénégal. Bon, les moyens n'ont pas toujours suivi et de plus en plus, ces collectivités quand même vont et développent leurs propres projets et l'État les appuie et l'agence les appuie pour le développement de leurs activités de conservation et de lutte contre les changements climatiques. Au Sénégal, nous avons des communes très actives, extrêmement actives. D'ailleurs, on parle de Grande Muraille, toujours on parle de 16 communes. On dit les 16 communes traversées par la Grande Muraille, avec donc un cadre de concertation donc, créé par décret du président de la République, donc, qui réunit ces 16 communes donc, autour de plans d'action
commun. Et chaque commune présente chaque année, on va aller vers ça, un plan de travail annuel. Et c'est l'ensemble de la synthèse de ces plans de travail annuel qui va faire le plan de travail de l'agence. Donc, à partir de 2022, on aura un PTA, plan de travail annuel, budgétisé par commune et synthétisé avec les moyens, bien sûr, de l'agence. On ne va pas peut-être toujours répondre à l'ensemble des sollicitations pour faire le plan de travail de l'agence. Ce que je disais tout à l'heure par les contre-plans, et les moyens seront mis à la disposition de ces communes et des organisations des populations à l'intérieur des communes pour dérouler. Donc, et en dehors de la Grande Muraille, mais nous avons un programme de foresterie urbaine très important, un programme de ville verte. D'ailleurs, actuellement, nous sommes sur plusieurs villes vertes au Sénégal, en mettant l'accent sur des espèces d'arbres que les populations elles-mêmes demandent. Parce que c'est là où on a des chances de réussir. Récemment, il y a eu un reportage de France 24 avec Ali Haïdar qui distribuait dans la Grande Muraille verte des plants fruitiers, de manguiers, des citronniers, donc des goyaviers, etc. Parce que c'est ce qui est d'abord demandé par les villageois. Donc, je crois que l'arbre dans la ville est vraiment un des cœurs des métiers de l'agence et que, pour répondre à la question aussi, les communes, vraiment, l'essentiel du travail dorénavant sera fait par les communes en partenariat avec l'agence. Merci. Si Karine peut compléter. Merci, SG. Peut-être que je vais juste rajouter, Allez-y, oui. pour aller complètement dans ce sens, peut-être 2 points. Le premier point, c'est que en réalité, lorsque nous intervenons dans la Grande Muraille Verte ou même ailleurs, puisque nous avons une mission qui englobe tout le pays, avec une mention spéciale pour la Grande Muraille Verte, nous organisons la signature d'une convention avec les communes à travers une organisation qui s'appelle le REVES, et ce qui nous permet justement, pour nous, Éco-Village, entre autres, d'impliquer la commune elle-même avec les bénéficiaires du projet dans le programme, par exemple Touloucœur, mais ça pourrait être en autre, et qui nous permet justement de développer tous les programmes périphériques en passant par la formation. Moi, j'insiste beaucoup pour répondre à vos propos, Madame Touli, sur la formation et sur l'implication des populations. Je vais peut-être juste atténuer ou nuancer un peu ce qui a été dit précédemment. Moi, je constate, mais parce que lorsque nous travaillons, nous sommes en contact direct pendant 10 jours avec les populations, et je constate, en tout cas en ce qui concerne la Grande Muraille Verte, et ça a été ma conclusion devant Madame la députée, c'est de dire que la Grande Muraille Verte ne pourra jamais ni se constituer, ni se décider à l'intérieur de bureaux. Parce que je suis en contact avec des populations qui ne savent même pas ce que Grande Muraille veut dire et qui sont confrontées à des réalités quotidiennes dans lesquelles j'ai moi-même du mal à tenir 10 jours alors qu'ils y sont toute l'année. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des solutions sur comment combler ce fossé. Je trouve extrêmement intéressant qu'il y ait un bureau central, un siège de la Grande Muraille Verte et qui est quelque chose autour de l'accélération ou des accélérateurs. Mais le fossé, il est réel. Il est vraiment réel et j'aurai à cœur de travailler ça avec vous. En tout cas, j'ai entendu l'invitation. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, effectivement, j'avais entendu Monique Barbu dire qu'il fallait passer d'un mouvement de fonctionnaires à un mouvement populaire. Ouais, c'est effectivement tout le sens de vos propos. Alors, je vois que M. Dantec n'est pas arrivé, donc du coup, ça me permet de reprendre quelques questions, et il y en a beaucoup. Sarah, la réunion feuille de route Montpellier se tiendra quand, plus lien? Donc, j'imagine qu'on vous incite à mettre un lien dans le chat. Est-ce que vous pouvez préciser la date de la réunion Montpellier, s'il vous plaît? Oui, ça sera donc pendant les Global Montpellier Days du 6 au 8 octobre. D'accord. Donc, vous aurez, si vous allez sur le site du Sommet Afrique-France, vous allez trouver donc dans le programme, vous pourrez vous inscrire et participer. Alors, merci. Sinon, le CARI a mis, donc Manon du CARI a mis l'email aussi pour s'inscrire dans le chat.
D'accord. Nous avons également une question du Libéria, j'imagine, à l'attention de Karine, qui nous demande comment on peut s'inscrire dans un programme de capacity building depuis le Libéria. Est-ce que vous avez un mode d'emploi particulier? Est-ce qu'il faut qu'il vous contacte? Voilà, c'est très concret comme question. Pardon, ça a un peu coupé. Est-ce que vous pouvez juste reprendre la question? Oui, nous avons une question d'une personne du Libéria qui demande comment on peut prendre part à des programmes de renforcement de capacité sur votre projet, en fait. Hein, voilà. Alors, en général, ce qu'on propose, moi, c'est une démarche empirique Talooker qui aujourd'hui a un succès et qui a fait ses preuves, mais c'est un programme qui est jeune. Il faut vraiment l'entendre comme ça. En revanche, c'est un mouvement populaire qui transcende les frontières sénégalaises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les jeunes réseautent entre eux pour l'installation de ce programme à distance. Nous avons deux outils. La première proposition qu'on pourrait faire, c'est que les personnes qui le souhaitent, on peut partager notre planification d'installation de Talooker au Sénégal et peuvent venir se former directement, sauf qu'ils seront certifiés avec un encadrement et une validation peut-être, s'ils souhaitent en faire leur métier en tout cas, avec nous qui nous déplaçons sur le territoire donné pour valider le process, valider toute la démarche éthique, l'absence d'intrants chimiques, la variété des espèces, l'adaptabilité au territoire, etc. C'est la première option. Et la deuxième, nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train de monter en fait un logiciel et une app qui va permettre pour des personnes qui nous demandent d'avoir en réalité le modus operandi à distance et nous qui pouvons les aider par assistance aussi web. Et nous avons à cœur de mettre ça en place avec des universitaires. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'ai quelqu'un, je pense, du Niger qui a levé la main pour parler suite à mon appel à candidature. Donc, je comprends que c'est Monsieur John Akinouba, qui est directeur général du Centre pour l'écologie et le développement communautaire. Est-ce que Monsieur Akinouba est disponible pour intervenir ou du moins, est-ce qu'on peut lui céder la parole? Est-ce que c'est possible depuis Paris? Good afternoon. Ah, bonjour. Good afternoon. This is John Akinouba. Good afternoon. Hello. You have the floor, sir. Thank you for your intervention, and you have the floor, and it is translated. So no worry, you can speak in English. Okay. Yes, my name is John Akinouba of Center for Ecological and Community Development. Currently, we have a project we are doing in Nigeria with Department of Climate Change, Federal Ministry of Environment, and IFAD, FGN, Livelihood Improvement, and the Family Enterprises in Niger Delta. So we are looking at how we can reach out to Great Green World to partner with us in implementing this project in the 9 states of Niger Delta. Currently, we are piloting the project in some communities. I think we are taking about 2 communities around the Niger Delta currently, and we are looking at how we can upscale this project in the 9 states of the Niger Delta. So we would like to reach out to Great Green World in Nigeria. If we could get their contact and know how we can engage with them properly. Thank you. I've sent the link to the chat room. Hello? Oui. Yes, we can hear you. Yeah. Yes, I've sent the link. I will send it again. Oui. And we are also on the pitch corner. I think we are number 44 in the pitch corner. Okay.
Oui, tiens, d'ailleurs, ça me donne l'occasion. Thank you, John, for your intervention. Ça me donne l'occasion d'ailleurs de rebondir et de dire, de rappeler à l'ensemble de l'auditoire qu'il y a un dispositif très intéressant de Pitch Corner sur le site de Climate Change qui a été préparé en amont, sur lequel vous allez retrouver une multitude de projets très inspirants et très intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter, à vous mettre en rapport ou en lien avec les porteurs de projets. C'est vraiment une belle dynamique qui est proposée là sur le site de Climate Change. Donc, on est toujours en attente de Monsieur Dantec, mais ce n'est pas grave, ça nous permet de dialoguer. Alors, je vais revenir vers le colonel Moussa Diouf, si vous êtes toujours avec nous. Et j'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu, non pas provocante, mais en tout cas qui va faire appel à un peu de prospective. Mon colonel, puisque vous êtes en charge d'une grande partie de la stratégie de l'Agence sénégalaise de reforestation de la Grande Muraille Verte, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en fait à cette Grande Muraille Verte pour prendre réellement son envol et devenir le vrai projet du 21e siècle? Alors, parlez-nous depuis votre fenêtre sénégalaise, évidemment, de celle que vous connaissez. Qu'est-ce qui vous manque, en fait, concrètement, aujourd'hui? Peut-être qu'il ne vous manque rien, mais bon, j'en doute. Mais il nous manque beaucoup, surtout, bien sûr, le nerf de la guerre, les moyens financiers. Ça, c'est évident que l'État fait un gros effort, quand même avec un budget assez conséquent, mais aussi la mise à disposition d'un groupe de 7000 jeunes pour l'agence qui sont actuellement en phase de recrutement en emploi direct donc de l'État du Sénégal pour mettre ça à la disposition de l'agence. Et c'est des jeunes recrutés sur place, donc dans leur commune, dans leur département d'origine, pour travailler donc, dans cette Grande Muraille Verte-là et sur l'ensemble du territoire, bien sûr. Donc, ces jeunes seront capacités, mais en termes aussi d'animation, de réveil des consciences pour parler donc, à leurs parents, pour parler aux populations dans cela. Mais c'est des jeunes aussi à outiller. Donc, les moyens nationaux existent, mais sont largement insuffisants. Donc, je crois que les financements, nous sommes en train d'élaborer des projets et de contacter dans le cadre des partenaires techniques et financiers, donc, multilatéraux comme bilatéraux, pour trouver les moyens de financer l'action de la Grande Muraille Verte. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi, comme Karine l'a dit, l'appropriation par les populations. Voilà. Donc, l'essentiel sera l'appropriation par les populations des actions de terrain. Il faudra une grande conscientisation. Il faudra parcourir tous ces villages et les parler au quotidien. Le jour qu'on aura le réflexe bien établi au niveau local de protéger un arbre ou de planter un arbre, là, on se dit que ce sera gagné. Mais nous sommes encore loin de là. Donc, cette conscientisation, c'est des moyens humains, comme nous sommes en train de les mettre en place. Donc, c'est 7000 jeunes qui seront recrutés, qui seront des éclaireurs, qui seront des boy scouts donc de la Grande Muraille Verte pour parler donc, à l'ensemble de la population. Donc, c'est surtout cette conscientisation qu'il faudra chercher. Mais nous avons besoin aussi de beaucoup de recherches scientifiques. Cette Karine a parlé tout à l'heure des connaissances traditionnelles, c'est vrai. Donc, nous avons des populations qui connaissent leur milieu, qui ont un grand savoir-faire ancestral qu'il faut absolument capitaliser, qu'il faut aussi mettre en valeur. Et à partir de là, développer des activités d'envergure. On a parlé des tolucœurs tout à l'heure. Tolucœur, ça dit champ de case. Tol, c'est champ, cœur, case. Non, maison. Alors, donc, c'est parti de la valorisation des connaissances traditionnelles et d'un apport donc, de connaissances aussi et de savoir-faire moderne, comme on le dit, en tout cas de transfert de compétences. Et c'est la synthèse, la synergie entre les deux qui fera qu'on pourra donc mettre en place ces tolucœurs-là, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, la recherche scientifique est essentielle. Nous avons actuellement un partenariat
à travers une fondation, la Fondation Total, entre le Centre national de recherche scientifique de France, l'Université de Dakar, l'Agence de la Grande Muraille Verte, qui est en train de travailler sur des thématiques très simples, hein, sur le terrain, pour voir comment donner à l'arbre plus de chances de survivre. Nous sommes actuellement sur l'expérimentation des puits solides qui permettent de retenir de l'eau tout autour de la racine pendant plus d'1 mois. Donc, moyennant une irrigation par mois, on peut maintenir la survie de ces plants pour qu'à l'hivernage, le développement puisse se faire. Donc, nous avons besoin de recherche scientifique. Nous avons besoin aussi d'une meilleure connaissance de ces représentations que les populations ont de leur milieu. Hein? Nous avons besoin aussi de stabiliser. On parlait des 3 S, donc la sustainabilité, la solidarité. Ah. Je pense que la connexion avec le Sénégal. Mon colonel, on vous a reperdu. Heureusement, au Sénégal, nous avons... Ah, c'est dommage là. Je crois que... Ça y est, on vous a récupéré. Ça y est, on vous a récupéré. Oui, oui, on vous a récupéré. On avait perdu Karine également et qu'on a récupéré. Je vous en prie, finissez votre voilà, propos. Donc, c'est une zone apaisée. Maintenant, il faut simplement, comme j'ai dit, retenir les jeunes qui sont très tentés vers l'émigration. Voilà. Donc, tout le grand enjeu est là. La Grande Muraille Verte ne se fera pas qu'avec des mots. Il faut des bras valides, les bras de la jeunesse. Et cette jeunesse, mais il faut savoir la retenir sur place, hein, par tous les moyens nécessaires, hein, par les loisirs, par les moyens d'épanouissement économique, financier. Donc, l'enjeu est là. Il y a des villages, quand on y voit, on ne voit que les femmes et les vieilles personnes et les enfants. Mais la jeunesse valide donc, est en dehors du terroir. Donc, il faut rendre ces territoires attractifs pour inciter au retour. Ça se fait. On a un grand mouvement de retour dans certaines zones, mais malheureusement, le bilan penche pour l'instant en faveur de l'extérieur. Donc, il faut, pour que la Grande Muraille Verte puisse s'installer, il faut que ces jeunes soient donc, bien formés. Il faut que ces jeunes aient accès, enfin, les populations, au financement. Il faut que dans les villages, qu'il y ait les moyens de loisirs. Hein, voilà, des fois, on donne un ballon de football et des filets, ça représente tellement grand. Hein, pour ces villageois, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, hein, dans le village, pour les jeunes qui sont restés là-bas. Des fois, c'est ça qu'il faut. Hein. Il faut que l'accès à la santé donc, soit une réalité. Voilà. Donc, il faut maintenir les populations pour que la Grande Muraille puisse se faire. Okay. Autant ce sont ces populations non impliquées qui vont couper les arbres, qui vont accélérer la désertification, autant il faut que ces populations en masse conscientisées pour planter et refaire la Grande Muraille. Ça se fera avec leur implication, ça se fera qu'avec leur prise en main de ce grand chantier de la Grande Muraille. Et merci beaucoup pour cette réponse, mon colonel. Alors, vous avez parlé effectivement d'avoir besoin de bras, de volonté, mais évidemment, on en revient toujours à la question cruciale des financements. Alors, j'ai une question complémentaire à Sarah Toumi sur les financements. On sait que la finance biodiversité, quelquefois, est parfois un peu le parent pauvre, hein, de ces finances comparé à la finance climat qui, elle, est beaucoup plus rodée, beaucoup plus ancienne. Est-ce que vous avez en objectif justement de faire remonter un petit peu de finance climat sur les questions de biodiversité? Est-ce qu'il y a matière à travailler là-dessus et si oui, comment vous y prenez-vous? Oui, absolument. Hein. On s'inscrit dans l'agenda post-2020 et l'objectif à travers la Grande Muraille Verte, justement, c'est de démontrer les synergies, l'interdépendance et les interrelations qui existent entre le climat, la restauration des terres et le développement. D'ailleurs, les enjeux de la Grande Muraille Verte, c'est restaurer 100 millions d'hectares, créer 10 millions d'emplois et séquestrer 250 millions de tonnes de carbone. Donc, on voit bien à travers ces 3 objectifs
qu'on réunit en fait aussi bien les enjeux climat que biodiv dans ce projet. Écoutez, merci beaucoup. Ça me permet de faire le lien donc, avec les propos conclusifs de Ronan Dantec, le président de l'association Climate Change qui nous a rejoints. Donc, Monsieur Dantec, beaucoup d'entre vous le connaissent. Hein. C'est un grand expert des questions climatiques, aussi bien en tant que président de l'association et dans bien d'autres enceintes. Et aujourd'hui, vous aurez noté qu'il est là dans un atelier sur la biodiversité et évidemment, ce n'est pas un hasard. Donc, je vais le laisser écoutez, nous délivrer ses messages de conclusion et nous dire pourquoi, en fait, il est aujourd'hui présent dans cet atelier biodiversité. Monsieur Dantec, je vous cède la parole. Merci. Alors, moi, je n'ai rien raté de l'atelier. Je n'étais pas dans les meilleures conditions pour vous poser des questions, mais peut-être justement avant de conclure, peut-être revenir quand même sur cette question sur laquelle vos réponses ont été un peu courtes, qui me semble qu'aujourd'hui, la Grande Muraille Verte, donc, ce sont des sommes très importantes annoncées. J'ai bien noté quand même le fait qu'au niveau de l'UNCCD, le tracking des finances fait partie de la feuille de route, que l'on n'en reste pas à des effets de manche et d'assemblée, mais que cet argent se concrétise. On sait aussi qu'au vu de l'enjeu, on parle de 100 millions d'hectares, c'est absolument considérable. Cette somme autour d'une quinzaine de milliards d'euros est en fait encore une somme insuffisante. Donc, il faudra trouver d'autres financements. C'est encore, même si la somme peut sembler énorme, une somme levier. Et il me semble, Colonel Diouf ou Saratouli, que cette question quand même de la mobilisation de la finance verte, de la capacité de comptabilisation, de standards climat, biodiversité ou climat développement, parce qu'un des enjeux de la muraille verte, ce n'est pas que la biodiversité, c'est aussi l'autonomie alimentaire, c'est, vous venez de le dire un instant, Colonel Diouf, c'est aussi de garder des populations sur place. Donc, cette question de trouver d'autres modes de financement adossés aux résultats mesurés ou attendus est certainement un des enjeux de la Grande Muraille Verte qui, de ce fait, devient aussi une vitrine de l'action climat. Et c'est pour ça que c'est aussi tout à fait logique que ce soit un atelier de ce sommet sur le climat. Donc, je voulais vous entendre peut-être pour savoir si cette question est déjà à votre agenda, pour avoir peut-être des démonstrateurs aussi de finances climat, pour mobiliser des experts, parce qu'il me semble qu'une partie de l'argent nécessaire est certainement aujourd'hui au niveau de la finance climat. Oui, nous travaillons sur de grands projets, donc la finance carbone, donc finance climat, notamment à travers le Fonds vert climat. Vous savez, le Sénégal, nous sommes sur les petits projets du Fonds vert, donc une agence nationale qui est agréée, c'est le Centre de suivi écologique, qui peut mobiliser des sommes jusqu'à 10 millions de dollars. Mais nous travaillons avec des partenaires, Banque mondiale, FAO, la Banque islamique de développement, et même les banques nationales telles que la Banque agricole sénégalaise, qui est agréée et qui ont aussi reçu des fonds Readiness. Et en ce moment, nous sommes sur 3 grands projets quand même de plusieurs millions de dollars. Hein. Rien qu'un projet Readiness aujourd'hui avec le FIDA, aussi le FIDA, de plus de 80 millions de dollars est en phase d'être financé. Nous travaillons avec la FAO aussi sur un projet régional. Donc, la plupart des projets aujourd'hui, les initiatives, sont des initiatives régionales avec plusieurs pays, donc de la Grande Muraille Verte, mais surtout la partie ouest africaine, notamment le Niger, le Burkina Faso, donc le Mali, le Sénégal, donc pour faire des projets. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur un grand projet de plus de 300 milliards de francs CFA. Bon, c'est quand même costaud pour 5 pays de la sous-région. Voilà, nous mobilisons autant que possible. Voilà, mais bon, c'est quand même, il faut se lever tôt hein, pour décrocher la finance climat. Nous sommes sur ça, voilà, avec des promesses certaines, bon, que nous aimerions aussi qu'ils se concrétisent très rapidement. Mais nous explorons, nous ratissons vraiment très large et vraiment l'espoir, en tout cas, c'est, nous l'espérons par rapport aux sommes, en tout cas annoncées, c'est la finance climat. Mais pour autant aussi, nous sommes sur les ONG, hein, on en a discuté à Dakar. Donc, il y a des ONG qui interviennent sur le terrain.
nous sommes dans la coopération décentralisée, mais surtout, de plus en plus, nous sommes dans le secteur privé. Hein, le secteur privé local, mais surtout le secteur privé européen. Et nous travaillons aujourd'hui sur des engagements de 10 000 hectares à 20 000 hectares par le secteur privé, donc qui veulent aussi mettre la main à la grande muraille verte. Mais comme vous l'avez dit, M. Dantec, l'avenir, c'est la finance carbone. Mais il faudrait tel qu'elle nous arrive. Merci. Alors, je ne doute pas un instant que vous vous levez très tôt et que c'est effectivement un investissement extrêmement fort. Et là, on parlait plutôt du fonds vert qui est quand même plutôt abondé par les États dans la finance carbone. Et je tombe peut-être vers l'UNCCD. En plus, vous êtes quand même qu'à quelques centaines de mètres de l'UNCCC et de la Convention climat. Il y a aussi toutes les questions aujourd'hui des fonds de compensation. Il y aura demain des fonds de compensation, par exemple, du secteur aérien. Est-ce que c'est des fonds auxquels vous pensez déjà, avec donc des méthodologies de compensation derrière à créer, à valider, à approfondir? Et tout à fait. Nous avons discuté, par exemple, d'un grand projet avec les acteurs du milieu portuaire. Bon, semble-t-il que bon, les plus grands pollueurs, c'est quand même les bateaux, hein, les grands bateaux qui se déplacent. On avait parlé de millions de tonnes de carbone pour un bateau qui quitterait de transport de marchandises, de conteneurs entre donc, Dakar et Montpellier, et que ces acteurs donc, du monde portuaire voulaient s'intéresser à la compense, notamment à la Grande Muraille Verte, donc régionale d'une façon générale, mais nous avons déjà pris langue avec Karine pourra développer. Bon, c'est un peu lent, mais c'est en train peut-être, c'est en train de voir le jour. Nous sommes en partenariat avec le port autonome de Dakar, la fondation du port autonome de Dakar, qui est en train en tout cas, d'amener les acteurs du monde portuaire vers le financement de la Grande Muraille Verte. C'est la même chose aussi pour la téléphonie mobile. Hein, la compagnie Orange, récemment, aussi s'est manifestée pour accompagner. Je vous ai parlé de ce partenariat à travers la Fondation Total pour la recherche actuellement sur la Grande Muraille Verte. C'est quand même un projet conséquent qui permet de mettre en relation des chercheurs sénégalais et des chercheurs français, voilà, pour travailler sur des thématiques, on a dit simples, de survie de l'arbre ou de sélection des espèces qui ont une chance de survivre dans la Grande Muraille Verte. Nous ratissons aussi ça, ces fonds-là. Bon, c'est surtout donc, le port pour le moment qui c'est les acteurs du monde portuaire, mais aussi c'est aussi pour les compagnies aériennes. Nous sommes en train de développer, en tout cas, on a été contacté pour développer des stratégies vertes. Mais c'est surtout le secteur privé national, hein, les cimenteries, les acteurs donc, des hydrocarbures, les banques aussi, qui, en tout cas, manifestent un intérêt certain. Mais là encore, c'est au stade de projet. À part la Fondation Total sur la recherche, bon, voilà, nous sommes en train d'élaborer ces projets, mais il faudrait que ça se concrétise. C'est pour ça que, dans mon propos, je n'en ai pas beaucoup parlé. C'est vrai que nous sommes proches d'un financement du Fonds Vert Climat et c'est vraiment très bientôt que ça devrait démarrer. Mais bon, voilà, souvent on dit que c'est proche, mais voilà, les procédures sont tellement longues. Mais le FEM, je n'ai pas oublié, le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un acteur très concret, hein, qui est un des grands, en tout cas, bailleurs de fonds de l'environnement d'une façon générale, des changements climatiques, de la conservation de la biodiversité. Nous avons un projet de 10 millions de dollars presque achevé avec le Fonds pour l'environnement mondial. En tout cas, c'est un fonds qui s'est montré jusqu'à présent très concret, pas des sommes énormes, mais c'est facile à mobiliser. Enfin, quand je dis facile, bon, c'est toute une procédure. Mais dans tous les cas, nous arrivons à mobiliser les financements du FEM et à travailler à travers les structures qui sont agréées par le FEM. Voilà. Merci. Sarah Toumi, au niveau de l'UNCCD, ça fait partie de la stratégie de regarder ces nouveaux modes de financement? Tout à fait. Comme vous l'avez dit, donc l'enveloppe financière qui a été mobilisée jusqu'à présent ne constitue que la moitié de ce dont on a besoin pour achever les objectifs 2030, à savoir une totale de 33 milliards de dollars nécessaires
pour restaurer 5 millions d'hectares. Et en effet, nous sommes à la recherche, on est en train d'étudier, d'analyser les nouveaux mécanismes, et notamment ces sujets de compensation qui sont très intéressants et qui sont en train de monter aussi, d'émerger en même temps que la science développe des mécanismes de mesure de la capture du carbone encore plus poussés qu'avant par la terre, par les plantes, etc. Donc oui, ça fait partie des enjeux. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va arriver au terme de cet atelier. Ronan Dantec, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport peut-être au corridor de biodiversité ou on en a un petit peu parlé avec le colonel Moussa Diouf. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelques propos conclusifs ou sinon on peut rendre l'antenne? Si, je vais me permettre de rajouter une conclusion. D'abord pour remercier Andréma de son animation, de sa très bonne animation. Moi, j'ai trouvé cet atelier extrêmement intéressant. Je le suis depuis le début, donc j'ai bien noté les populations des landes d'Herbie et les éléphants qui ne peuvent plus passer à cause du barrage, parce qu'effectivement, on n'avait pas anticipé à ce moment-là en termes d'enjeux de biodiversité, mais même si cet enjeu de biodiversité, on ne le quitte pas de vue et qu'on est aussi, et là aussi on parlait de la convention climat, de la convention désertification, mais on sait bien que, et c'est aussi pour ça que ces sommets Climate Change s'ouvrent de plus en plus sur les enjeux de biodiversité, que les 3 conventions de Rio sont en train de converger sur des programmes communs, parce que tout ça est évidemment totalement lié et qu'on ne sauvera pas le climat si on ne sauve pas la biodiversité. Et réciproquement, et la lutte contre la désertification est un des grands puits de carbone du monde, et ça on ne le dira jamais assez, que c'est dans les zones dégradées, désertiques, qu'on peut aussi remettre beaucoup de carbone dans le sol. C'est pas que les arbres, les puits de carbone, c'est aussi le carbone qu'on met dans le sol. Donc tout ça est totalement lié aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une approche plus systémique du travail de ces 3 conventions, et ça a longtemps fonctionné en silo, mais on voit bien que la tendance nouvelle est justement de remettre tout ça en cohérence. Et je dirais que c'est un peu la même chose avec tout ce que j'ai entendu vraiment d'absolument passionnant sur la Grande Muraille Verte. Pour dire d'abord mon premier sentiment, mais qui est très présent sur ce sommet Climate Change, et je le redirai tout à l'heure en conclusion, qu'on voit qu'on sort de plus en plus de logique projet, voire, puisqu'on a beaucoup parlé de mobilité hier, de logique d'infrastructure, pour aller vers des logiques beaucoup plus systémiques. On comprend que si on n'associe pas tous les acteurs dans leur diversité, c'est ce qui a été souligné tout à l'heure, si on ne crée pas cette synergie, si on n'a pas une gouvernance qui associe tous les acteurs, à la fois évidemment les États qui sont toujours centraux dans leur capacité d'impulsion et de financement, mais aussi tous les acteurs terrain qui font réellement, que si on n'a pas cette approche systémique, on ne tiendra pas les objectifs. C'est aussi peut-être tirer le bilan d'actions qui n'ont pas toujours marché, parce que justement, on n'a pas su associer suffisamment les acteurs. Donc, comme c'est vraiment l'ADN de Climate Change, de rassembler tous les acteurs non étatiques dans leur diversité et de créer aussi le dialogue avec les États, nous ne pouvons évidemment que nous retrouver dans cette exigence qui nous semble assez centrale et qui, je crois, monte, mais qui va poser des questions, y compris de financement, parce qu'animer, c'est aussi beaucoup de temps, c'est aussi d'autres types de financement qui sont parfois plus difficiles à quantifier et à trouver que pour un projet en dur où on peut quantifier les mètres carrés de photovoltaïque ou les hectares de forêt plantée. Mais en tout cas, moi, je crois que ça, c'est un point très important. Ensuite, l'autre point, parce qu'on est dans des moments toujours un peu dépressifs quand on parle de climat en disant on n'y arrivera jamais, la catastrophe se confirme chaque jour davantage, ce qui est par ailleurs vrai. Mais malgré tout, face à cette catastrophe, il nous faut des projets d'ampleur qui soient à l'échelle de la réponse. Et il me semble que la Grande Muraille Verte aujourd'hui fait partie de ces projets, de ces narratifs qui sont à l'échelle des réponses attendues. Et donc finalement, la Grande Muraille Verte, et on aura l'occasion évidemment d'en reparler l'année prochaine à Dakar, puisque là, nous espérons bien avoir un sommet en présentiel où nous aurons l'occasion d'échanger directement. Je crois que la Grande Muraille Verte sera aussi un des baromètres de cette capacité de mettre en œuvre, à la fois en termes d'association de tous les acteurs et de financement et de résultats,
de mettre en œuvre des projets qui soient vraiment à la hauteur des enjeux. Et dans ces enjeux, pour ne pas être plus long, il y a évidemment l'enjeu climatique. Donc, la Grande Muraille Verte, c'est un stockage de carbone très important demain. Il y a un enjeu de biodiversité et ce grand couloir sénégalais dont vous avez parlé, Colin, tout à l'heure. En plus, notre ambition, nous, c'est aussi de le faire continuer sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. De l'autre côté des frontières, il y a le Mali, il y a la Guinée, et si on tire les fils, on pourrait atteindre la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone ou le Libéria. Donc, on a vraiment un enjeu de corridor biodiversité, et la Grande Muraille Verte doit être dans cette synergie-là. Mais c'est aussi des enjeux de développement. C'est-à-dire que c'est des enjeux agricoles, c'est des enjeux de population qui vivent mieux sur leur territoire. Et je crois que, du coup, cette Grande Muraille Verte, elle appartient aussi clairement à l'agenda des objectifs de développement durable, des SDG en anglais, et que de plus en plus, on voit que si on ne met pas ces questions de développement au cœur des approches, on ne peut pas atteindre les objectifs sur le climat ou la biodiversité. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet atelier absolument passionnant, et je ne le dis pas à chaque fois. Je suis effectivement un président poli de Climate Change, mais malgré tout, j'ai appris énormément de choses, sous-entendu plus même que dans d'autres ateliers parfois. Donc, non, j'ai vraiment trouvé cet atelier très, très riche, et je crois que vous menez une action vraiment remarquable sur le terrain, et avec notre capacité justement de participer à fédérer les acteurs, si on peut vous accompagner dans cette synergie, dans cette dynamique, nous le ferons avec conviction et grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir participé à cet atelier de ce sommet virtuel. Merci beaucoup, Président, pour ces mots. Merci beaucoup à tout le monde, aux intervenants, à l'auditoire. On n'a pas eu le temps de prendre toutes les questions, mais bon, en tous les cas, vous pourrez retrouver les enregistrements l'enregistrement de ce focus et de tous les focus d'ailleurs sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde et longue vie à la Grande Muraille Verte. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir.